Merci Jean-Luc pour l'introduction Avec plaisir. et aussi de nous accueillir ce soir pour ce workshop, ce webinaire pour vous tous. On est très contente de pouvoir vous aider, vous guider de cette façon-là, hein. Normalement, on est présente vraiment physiquement dans les écoles, donc heureuse d'être là de cette façon-là. Alors aujourd'hui, on a en effet, on vous donnera de peut-être notre expérience dans le monde du recrutement. On va vous donner les tips and tricks, comme Jean-Luc l'avait dit, sur le CV et l'email ou la lettre de motivation. Euh, il y a déjà quelques éléments qui ont déjà été dits, hein. Donc, les questions dans le chat, on va les tenir à l'œil et on va les répondre oralement aussi. Euh, ce webinaire est enregistré. Je vais d'abord donner la parole à Julie qui donnera une grande partie de la présentation du workshop pour vous. Donc, Julie, à toi. Oui, merci Déborah, merci Jean-Luc pour la belle introduction. Je m'appelle Julie Geller, je travaille chez Hayes depuis bientôt 5 ans maintenant. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis que je travaille, en fait, que je suis dans le monde du corporate. J'ai commencé ma carrière chez PwC et je suis arrivée chez Hayes en 2016 en tant que consultante. Donc, j'ai quelques années de consultance derrière moi puisque j'ai travaillé à la compétition avant d'arriver chez Hayes. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai opéré un changement en interne. Donc, je suis devenue responsable du coaching et du training pour 3 bureaux. Et puis, la fonction s'est étendue aussi au niveau national. Et en plus, maintenant, avec le nouveau scope de ce qu'on appelle Learning and Development au niveau national. Je fais partie de l'équipe People et Culture. C'est une autre appellation pour HR. Et People et Culture, pourquoi? Parce qu'on veut se sentir beaucoup plus proche des gens et représenter la culture de Hayes à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on est avec vous ce soir. Donc, merci encore Jean-Luc pour l'invitation. Et maintenant, peut-être Déborah, tu peux te présenter plus en détail. Ben voilà, merci, merci. Alors, donc moi, c'est Déborah de Cagnières. Moi, ça fait 4 ans que je suis chez Hayes. J'ai commencé en tant que recruteur interne, donc je recrutais en fait en général les consultants en recrutement pour tous les bureaux au niveau national. Et après 1 an, j'ai aussi fait un switch et avec une collègue, ma collègue Nathalie, on a créé l'équipe Campus. Et donc notre but, c'est de vous guider, de guider les étudiants au long de vos études et pour mettre les premiers pas aussi sur le marché professionnel et en interne aussi chez Hayes. Donc, je suis dans l'équipe de Julie. J'adore collaborer avec Julie. Je travaille aussi en interne par exemple, à certains projets HR, mais aussi mon focus est de guider les stagiaires en interne chez Hayes aussi. Donc voilà, c'est un peu, oui, j'ai plusieurs casquettes, disons, et c'est aussi donc dans ce rôle-là que je suis là aujourd'hui. Et pour vous dire ce qu'on a prévu pour vous pendant ce webinaire, bon, l'introduction, je pense qu'on l'a déjà faite. On va vous aider à optimiser votre CV. On va essayer aussi de le faire avec vous. Donc, préparez-vous à bien répondre et tout à la question et comment dire, interagir. Après, on parlera de la lettre de motivation ou l'email de motivation qui est aussi importante. Et après, voilà, on va aussi vous expliquer comment on peut vous guider en tant que bureau de recrutement, mais aussi nous, hein, personnellement, comment on peut vous aider et à quoi vous pouvez vous attendre une fois que vous êtes en contact avec Hayes. Voilà. Parfait. Merci Déborah
pour l'agenda. Mais donc, en effet, comme Jean-Luc l'a mentionné au début, on vous invite vraiment à participer à ce webinaire. C'est vrai qu'on ne peut pas vous voir, on ne peut pas vous entendre. Ça nous manque beaucoup, mais on n'a pas le choix pour le moment. Donc, on vous invite vraiment à réagir, soit aux questions qu'on va vous poser, puisque tout au long de la présentation, on va venir un peu vous chercher, entre guillemets. Donc, on va vous solliciter. Mais évidemment, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vais peut-être, Déborah, demander le contrôle, comme ça je peux prendre le lead sur le changement de slide. Parfait. Mais donc, comme promis, on va démarrer cette présentation avec ce qu'on appelle Make Your CV Great Again. Donc, peut-être encore une spécification par rapport à la présentation. Les slides sont en anglais, mais évidemment, on vous parle aujourd'hui en français. On espère que ce n'est pas trop un souci pour vous, mais on ne pense pas. Je regarde si... Ouais, parfait. Les slides changent normalement. Déborah, tu me confirmes que le slide a changé? Oui, tout parfait. à fait. Parfait. La première question à laquelle nous allons répondre, c'est la raison pour laquelle ou pour lesquelles vous devriez, en tout cas, je vais peut-être parler au conditionnel, optimiser votre CV. Aujourd'hui, votre CV est votre carte de visite. C'est la manière de vous positionner sur le marché. C'est la manière dont c'est la première chose que les recruteurs et que les potentiels employeurs vont voir de vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on crée ce webinaire, c'est parce qu'on a conscience de l'impact et de l'importance du CV et du positionnement que ça engendre. Et donc, c'est pour ça qu'on a préparé ce webinaire pour nous assurer, nous, en tant que consultants, mais en faisant partie de Hays, et pour vous promettre aussi à vous de le remanier et de le faire surtout à votre image. Il y a le deuxième point sur ce slide que vous voyez qui est de 3 secondes. Alors, normalement, ce n'est pas prévu, mais je voudrais quand même utiliser ce terme-là pour vous faire déjà réagir. À quoi ces 3 secondes font-elles référence selon vous? Pourquoi avons-nous indiqué 3 secondes sur ce slide? Servez-vous du chat pour répondre à cette question. À quoi ces 3 secondes font-elles référence? Déborah, tu me dis quand il y a des réactions? Pourquoi parlons-nous de 3 secondes? En train d'écrire. Ok. Alors, le temps qu'un recrutement ou un recruteur mette à lire le CV. La première réponse. Quoi d'autre? Alors, car c'est donc le temps moyen utilisé par un recruteur pour lire un CV. Donc, la même chose, le temps pour accrocher l'attention, très important aussi. Ouais. Oui, donc voilà, ça c'est un peu les réponses qui sont rentrées. Oui, c'est tout à fait ça. Mais donc, en fait, on estime le timing de 3 secondes au temps nécessaire pour un recruteur pour faire ce qu'on appelle un premier screen de CV. Donc, un regard bien placé sur les langues, l'expérience et la région, par exemple, qui sont des points centraux dans un CV et la manière dont on va estimer, je vais dire, votre CV, il suffit de 3 secondes. C'est pour vous dire à quel point l'impact est important et la manière dont vous allez rédiger votre CV a de l'importance. Le troisième et dernier point de ce slide est ce qu'on appelle ATS, donc le Applicant Tracking System. Applicant Tracking System, c'est en fait un système digital. C'est en fait, si vous voulez, la digitalisation de l'œil humain. Ça veut dire qu'il existe des systèmes qui sont implémentés dans les sociétés, y compris chez nous, qui servent à faire ce premier screening. Et donc, en fait, ce ATS va servir à identifier les mots-clés dans votre CV. Alors, est-ce qu'il va s'agir de titre de fonction? Est-ce qu'il va s'agir de région? Est-ce qu'il va s'agir de titre de master, par exemple? Et ce sont des systèmes complètement digitaux qui servent à faire ce premier screening. Alors, forcément, ça ne remplace pas l'expertise d'un consultant, une expertise humaine, mais c'est pour vous dire à quel point le système est automatisé et que les mots-clés que vous allez utiliser, les titres, ce qu'on appelle le pitch, donc le vocabulaire que vous allez utiliser a toute son importance, y compris la langue que vous allez utiliser dans votre CV. Tant qu'il n'y a pas de questions, Déborah, tant que tu ne m'interromps pas, moi je continue. Ok, parfait. Super. Je viens de passer le slide. Et comme promis, on vous sollicite encore une fois. Et voici la première question.
si vous étiez un consultant en recrutement, comment analyseriez-vous le CV qu'on va vous montrer? Donc, dans une seconde, je vais passer le slide et vous allez voir devant vous un CV fictif qu'on utilise pour ce webinaire pour vous faire travailler un tout petit peu. Mettez-vous à la place d'un consultant en recrutement, mettez-vous à la place d'un employeur potentiel, regardez le CV qu'on va vous montrer et via le chat, donnez-nous vos remarques. Voilà. On vous donne environ une demi-minute, ça vous donne le temps de regarder la totale, les détails à tout niveau. Quels sont les éléments dans ce CV? Quels sont les aspects que vous pourriez regarder avec un œil critique, avec celui d'un recruteur? Voilà, je vais te donner le CV en soi est pas très sexy. Oui, la manque de mettre, allez, ça manque de mise en évidence des bons éléments. Le layout est peu attractif. Aucune info quant aux missions effectuées. C'est assez brouillon, donc ça a l'air d'être plutôt brouillon. C'est réorienté plusieurs fois. Tout à fait. Ouais. Voilà, Ouais. donc en tout cas quelques réponses déjà. Donc, Ouais, en effet. je te laisse la parole. En effet. Donc, les réponses que vous nous avez données sont tout à fait correctes. Je pense d'ailleurs, Déborah, corrige-moi si je me trompe, que le slide suivant, j'ai déjà envie de le passer, est le modèle qu'on a envie de... En tout cas, voilà, exactement. Donc ici, en jaune, les erreurs principales de ce CV. Bon, première chose, un problème dans l'orthographe. Alors ça, évidemment. Bon, après, encore une fois, je m'impose un petit peu avec mon expérience en ce qui me concernait quand j'étais consultante. Et encore aujourd'hui, quand je regarde des CV que nous recevons pour des candidats qui ont envie de travailler chez nous en tant que consultants, l'orthographe est primordiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous postulez pour un job qui implique de la communication interne et externe, mais de manière générale, l'orthographe, c'est rédhibitoire. Les fautes d'orthographe sont rédhibitoires, donc vraiment, faites-y attention, faites relire votre CV par quelqu'un d'autre, parce que parfois, on travaille sur son CV pendant 2-3 heures, on ne voit plus les fautes, donc faites-le relire. Ensuite, on a l'adresse email de notre candidate fictive qui n'est pas une adresse email professionnelle. Ça peut arriver. À l'époque, on avait des adresses email un peu farfelues. À partir du moment où vous vous positionnez sur le marché de l'emploi, faites attention et il y a une adresse professionnelle, et une adresse email professionnelle. Ici, on a trop d'informations. La candidate décide de parler du job de son papa et de sa maman, qui sont en soi des informations qui n'ont pas de valeur ajoutée sur son CV, y compris le statut familial avec le fait qu'elle ait deux frères, et en plus leur prénom. Ça n'a absolument rien à faire sur son CV. Ensuite, on a de septembre 2010 à juin 2011, elle a entamé des études de photographie qu'elle n'a pas réussi. En soi, le fait de ne pas achever un diplôme ou de ne pas le terminer, ce n'est pas un problème en soi. On vous invite à valoriser ce qui a en revanche été terminé et achevé. Donc, peut-être ne pas le mentionner. Si vous voulez le mentionner pendant l'interview, pourquoi pas, mais ce n'est pas quelque chose de forcément valorisant et de vendeur, je dirais, pour votre CV. C'est la même remarque juste en dessous pour les sciences commerciales. Du côté droit du CV, les stages, en effet, et ça a été mentionné dans le chat, Déborah, comme tu l'as dit, il n'y a pas de détails sur les tâches effectuées, sur les projets, sur les choses qui ont été entamées et achevées avec succès. Quand vous parlez de votre expérience, qu'il s'agisse de stages ou de premier emploi, parce qu'il se peut que parmi vous, il y ait des gens qui ont déjà travaillé, qui font un master en extra, mentionnez-le, parlez de vos expériences, valorisez ce que vous avez déjà accompli jusqu'à aujourd'hui. Ça ne peut que jouer en votre faveur. Au niveau des langues, encore une fois, ici, on a une erreur d'orthographe, il manque un L à skills.
Dans le niveau d'anglais, soyez plus précis en indiquant que le français est OK, puisque fine en anglais veut dire plus ou moins OK. Soyez quand même un tout petit peu plus précis. N'hésitez pas à mentionner le niveau de votre langue dans la langue. Ça, c'est quelque chose que, à l'époque, j'avais appris quand moi-même je postulais, que l'anglais reste en anglais, le néerlandais en néerlandais. Pourquoi pas? C'est une valeur aussi, c'est une manière aussi, pardon, de valoriser votre niveau. Et enfin, pour les hobbies, bon, ici, je pense que tout le monde a compris. La candidate parle du fait qu'elle aime sortir et lire et la mode. Alors, en soi, c'est absolument pas un problème. Encore une fois, pensez à votre positionnement sur le marché. On pense malgré tout que ce qu'elle met en valeur ici n'a pas de valeur ajoutée pour son CV ou pour les postes ou pour les fonctions pour lesquelles elle pourrait postuler. Voilà. Déborah, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport au CV et à son analyse. Mais ce que je voulais encore dire, hein, donc pour les études en photographie et les sciences commerciales, le fait que la personne, que Nathalie ici, ne l'ait pas achevée, on peut mettre les études dessus, hein, mais c'est juste de pas mentionner que c'est pas achevé. Donc je voulais juste, je sais pas si c'était clair pour tout le monde, hein, mais parce que sinon on a un trou. Hein, donc, il faut faire en sorte si vous avez fait quelque chose, notez-le. Tout à fait. Mais donc au positif. Voilà. Ouais. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a encore eu des questions ou des interventions par rapport au CV depuis qu'on fait l'analyse. Non, il n'y a pas, non. Et en effet, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ok, parfait. Merci Déborah. Ici, ce que nous, on vous propose, suite à l'analyse du CV de notre candidate, c'est un CV retravaillé. Ce que nous, on estime être un CV attractif, plus sexy, si c'est ça qui a été mentionné tout à l'heure dans le chat, avec davantage de couleurs, plus de structure. Du côté gauche, des informations qui ont attrait à la personnalité de la candidate et aux informations comme les langues et les compétences. Et du côté droit, un focus qui est mis sur son expérience, avec davantage d'informations sur son expérience, mais aussi sur son parcours scolaire et universitaire. C'est un format qu'on vous propose. Maintenant, ce n'est pas forcément celui que vous avez envie d'utiliser. Soyez créatif, que votre CV vous ressemble, soyez inventif et aussi sachez mettre en valeur les expériences qui vous sont propres, qui vous sont chères et qui valorisent votre profil par rapport au job pour lequel vous allez postuler, mais ça, on en discutera tout à l'heure dans les prochains slides. Ce qu'on voit ici aussi, c'est que ce CV-ci est sur une page. Le CV précédent, on le voyait que c'était 2 pages. Et c'est ce qu'on dit aussi, hein, je pense sûrement pour vous, les étudiants qui n'ont, et ça dépend hein, de vos expériences, de l'expérience professionnelle, mais essayez de mettre toutes les informations sur une page. Et voilà, le layout aussi avec les deux, la partie gauche et droite, facilite un peu la chose. Donc ça, c'est plus facile pour le recruteur et penser aux 3 secondes dont Julie parlait au début. Voilà. Ouais, tout à fait. Je propose qu'on passe à la suite. J'attends simplement que le slide change. Sinon, je peux le faire ici. Ah voilà, parfait. Maintenant qu'on a analysé, et grâce à vos interventions, qu'on a pu analyser et faire la différence entre un CV attractif et un CV qui l'est un peu moins, on aimerait aborder le sujet de la structure du CV. Je vais simplement faire apparaître le reste des... Voilà. Je voulais simplement faire apparaître tous les points en même temps. Dans un CV, nous devrions retrouver la structure qu'on vous propose aujourd'hui, à savoir vos informations personnelles, numéro de téléphone, adresse postale, adresse email, permis de conduire. On vous propose de continuer avec votre expérience. Pour l'expérience, il y a un type qui est très important, c'est de toujours commencer par l'expérience la plus récente. Si demain, Déborah et moi devions envoyer notre CV, on démarrait par l'expérience de Hayes en allant à l'envers, donc en démarrant de Hayes et en allant vers la première expérience, donc vers le bas. On vous propose ensuite de parler de votre parcours scolaire et universitaire. Alors juste attention ici, évidemment, puisque vous n'êtes pas encore sur le marché de l'emploi, vous pouvez évidemment parler de votre parcours scolaire, donc je dirais peut-être
peut-être pas primaire, mais enfin un secondaire, si vous aviez une branche en particulier ou un projet ou un travail de fin d'études que vous avez développé dans vos études secondaires, n'hésitez pas à le mentionner. Mais ce qui est évidemment important, c'est votre orientation aujourd'hui dans vos études supérieures, haute école ou universitaire. Ce qu'on vous conseille aussi de mentionner dans votre CV, ce sont vos forces, les choses qui vont valoriser votre expérience, votre profil, votre personnalité. Quand on vous parle d'aborder les forces de votre profil, ça peut être à plusieurs niveaux. Est-ce que c'est en développant vos stages avec les projets que vous avez menés? Est-ce que c'est en parlant de vos hobbies? Vous faites un sport d'équipe ou vous êtes au scout, par exemple, ou vous avez déjà beaucoup voyagé? Ça fait partie de vos forces. Est-ce que c'est le niveau de vos langues, par exemple, comme Déborah, qui est trop humble pour le mentionner, mais qui est parfaite trilingue, et donc qui a grandi en français et qui a été à l'école en néerlandais. Donc, ce sont des choses, évidemment, qui valorisent énormément votre profil, qui vous aident à vous positionner. Ça fait partie des manières de vous mettre en valeur. Et enfin, ce qu'on appelle le varia, donc le divers, je dirais, où là encore, vous pouvez parler de vos passions, de vos hobbies, et en tout cas des choses qui pourraient potentiellement valoriser la personne que vous êtes. Et encore une fois, que ce soit les sports d'équipe, les voyages, ou des projets que vous menez, ou vous faites partie d'une ASBL, par exemple, pourquoi pas. Ce que j'aimerais peut-être ajouter ici, ici on propose de mettre d'abord l'expérience et puis le parcours scolaire universitaire. Ça dépend de votre expérience, oui ou non, de mettre d'abord votre expérience universitaire, donc master ou bachelor, avant l'expérience professionnelle. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en avant. Si vous avez fait un stage très intéressant et le stage qui est justement relevant aussi dans votre recherche pour un emploi ou un stage, hein, mettez alors d'abord peut-être votre expérience. Si par contre vous n'avez pas vraiment fait de stage qui sont intéressants pour ou dans votre recherche, mettez peut-être d'abord, allez en haut, votre diplôme ou les études que vous êtes en train de faire actuellement. Voilà. Ouais, merci Déborah. Alors rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons mentionné, au tout début de la présentation, nous avons mentionné ce qu'on appelle le ATS, donc le Applicant Tracking System, qui, je le rappelle, est une digitalisation, en d'autres mots, c'est une automatisation de l'analyse d'un CV. Et donc, ce que nous, on vous propose aujourd'hui, c'est de vous expliquer et de vous conseiller les choses à faire et à mettre en valeur pour être sûr de ne pas passer à côté de cette fameuse digitalisation. Je vous montre tout de suite avec les bullet points dont on avait envie de vous parler. La première chose est de mener une recherche sur les mots-clés qui vont apparaître sur votre CV. Je m'explique avec un exemple très concret. Si vous aviez envie de postuler pour un job en marketing, si vous aviez envie de postuler pour un job de support, si vous aviez envie de postuler pour un job plutôt en finance, en legal, en fonction du secteur dans lequel vous avez envie de travailler ou de la fonction, il existe des mots-clés. N'hésitez pas à utiliser votre réseau, vos connaissances, LinkedIn certainement, à regarder les types de fonctions qui sont ouvertes sur le marché et les mots-clés qui sont utilisés pour attirer les candidats. Et en faisant cette recherche, utilisez ces mots-clés dans votre CV pour vous assurer de tomber, je dirais, dans l'analyse de cette automatisation et de ce système digital qui permet d'accrocher les mots-clés. En ce qui concerne les titres de fonction, qu'il s'agisse d'une fonction de digital marketing, legal counsel, qu'est-ce que je pourrais encore dire, comptable, réceptionniste, enfin tout type de fonction qui pourrait potentiellement vous intéresser, ou journaliste, peu importe, il existe des titres de fonction qui attirent le regard de cette automatisation. Encore une fois, il est important de vous renseigner à ce sujet. Forcément, les consultants en recrutement que vous pourriez rencontrer pourront vous conseiller à ce sujet. Mais ne vous cantonnez pas à un titre de fonction qui ne fait appel à aucune, comment dirais-je, aucune norme de marché. Donc, faites bien attention à ça. Et enfin, le dernier point sur lequel on a envie d'insister, c'est de valoriser votre expérience de manière tangible. Je m'explique.
quand vous allez parler de vos stages, quand vous allez parler des projets que vous avez menés à l'université, soyez extrêmement concret et précis dans les adjectifs que vous utilisez. S'agit-il d'un projet qui a vu le jour par votre propre initiative? Est-ce que vous avez travaillé en groupe? Est-ce que ce projet a vu le jour et vous l'avez présenté à d'autres universités? Est-ce que ce projet a donné lieu à des investisseurs, par exemple? Soyez extrêmement concret quand vous parlez de votre expérience, afin que ça puisse parler et aux recruteurs, mais aussi à ce système digital qui va identifier les mots-clés. Déborah, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à ce slide? Non, au niveau justement de l'expérience et de décrire votre expérience sur le CV, ce qu'on dit souvent, c'est de se limiter entre 3 et 5 bullet points, ou bien bullet points ou sur une ligne aussi, mais donc de ne pas exagérer dedans non plus, hein, donc que ce soit bref aussi, mais donc si vous savez pas très bien, limitez-vous à 3 à 5 oui, mots-clés ou bullet points plutôt. Voilà. Tout à fait. Je continue. Et enfin, oui, pardon, il y avait encore celui-ci, en effet. Ce qu'on appelle en anglais a personal statement. Un statement, c'est un fait. Donc, si dans votre CV, vous n'avez pas envie de vous cantonner, je dirais, à une structure, je dirais, plutôt simple avec la structure qu'on vous a proposée, il vous est possible de le personnaliser. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. En général, ce statement, donc ce fait, cette, je dirais, introduction sur vous-même, qui explique en quelques mots qui vous êtes et ce que vous recherchez, peut apparaître au début du CV, donc en haut de la page, en dessous de votre nom et prénom et en dessous du titre curriculum vitae. Vous pouvez aussi le faire apparaître un peu plus bas. N'oubliez pas, encore une fois, ces fameuses 3 secondes. Si par exemple, vous avez envie d'exprimer le fait que vous êtes jeune diplômé à la recherche d'un job à chaque fois je prends l'exemple du marketing digital, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, dans le marketing digital, que vous êtes créatif, inventif, proactif et ponctuel, travaillez peut-être sur ce fait, sur cette phrase qui va avoir un rôle très accrocheur pour le ATS et pour l'œil du recruteur. Pour illustrer peut-être ce statement, on vous propose de revenir au CV de notre fameuse candidate fictive qui utilise ce qu'on appelle le elevator pitch. Elevator pitch en anglais, c'est en fait littéralement le discours de l'ascenseur. Alors pourquoi on appelle ça comme ça? Elevator pitch, le discours de l'ascenseur, c'est en fait, on estime qu'il est possible de faire une bonne impression avec cette introduction sur vous-même, le temps de rentrer dans l'ascenseur, appuyer sur le bouton et arriver au bon étage. Imaginez-vous dans une entreprise ou même dans vos universités, arriver dans l'ascenseur, il y a une personne dans cet ascenseur qui pourrait potentiellement jouer un rôle dans votre carrière ou dans votre cursus scolaire. Vous avez le temps de quelques étages pour faire bonne impression et c'est exactement ce que la candidate a fait sur son CV en une ligne. Elle explique qu'elle est une assistante expérimentée dans une boulangerie, qu'elle recherche une fonction dans la nourriture ou dans le secteur ce qu'on appelle FMCG, donc de la nourriture ou du catering, afin de mener à bien et de pardon, je fais de la traduction immédiate, et dans l'amélioration de ses compétences managériales. Ça, c'est ce qu'on appelle un statement ou elevator pitch, quelques secondes, une seule phrase, quelques mots-clés pour vous positionner. Et enfin, le dernier point sur lequel on a envie d'insister, c'est le format de votre CV. Alors ici, je reviens sur ce que Déborah a mentionné tout à l'heure, à savoir la page unique. En ce qui vous concerne, puisqu'en tant que jeune diplômé, on estime qu'une page, ça suffit. N'oubliez pas que le système d'analyse fonctionne davantage avec Word, donc le système de reconnaissance du CV, je vais y arriver, est Word ou peut-être PDF, mais en général, par exemple, pour nous, chez Hays, le meilleur système est Word. Et j'ajouterai encore une chose qui est très importante. N'oubliez pas que le titre que vous donnez à votre document a toute son importance. Les recruteurs et vos potentiels futurs employeurs reçoivent des dizaines et des dizaines de CV par jour, par semaine, par mois. C'est exponentiel, évidemment. Donc,
Si le titre de votre document n'évoque rien pour eux, à savoir par exemple CV 2021, votre CV va se perdre dans les abîmes de la société sans savoir à qui ça appartient. Donc n'oubliez pas de nommer le document avec ce que c'est, donc le CV, la date, votre prénom et votre nom, et peut-être si vous le souhaitez, le titre de la fonction pour laquelle vous postulez. Souvent aussi, hein, donc vraiment le format demandé pour le système ATS. Parfois, c'est mentionné dans la description du poste. Donc, faites attention. Si c'est noté, suivez justement les consignes, disons. Et si ce n'est pas noté, en effet, ou bien en Word ou bien en PDF, si vous voulez être sûr que rien ne bouge. Mais si c'est noté, faites comme c'est noté. Comme ça, vous êtes sûr de passer le premier scan. Donc voilà. Et entre-temps, j'ai peut-être une question Oui. à poser. C'est une question qui concerne le slide précédent à propos de la structure. Donc, la structure qu'on vient de présenter est-elle la même pour la recherche de stage? Ben, oui, donc moi je vais répondre éventuellement. Julie, n'hésite Avec pas plaisir. oui, tout à fait. Donc, en fait, le CV, c'est justement votre business card. Si c'est pour un job, si c'est pour un stage, ça revient au même. Mais à chaque fois, et ça, je pense que c'est noté plus tard, c'est toujours important d'adapter le CV selon la recherche. Mais il faut plutôt penser au niveau contenu. Par exemple, si vous avez fait un stage qui est relevant pour un certain emploi, mettez-le en avant si c'est dans environ la même fonction que vous cherchez. Si par contre vous avez le stage n'est pas vraiment relevant dans votre recherche parce que vous recherchez tout à fait autre chose, mettez autre chose en avant. Donc essayez d'adapter votre CV aussi à votre recherche. Donc voilà. J'espère que c'est une réponse à votre question. Merci Déborah. Je propose qu'on continue. D'autres suggestions, d'autres conseils, les voici. Ce qu'on appelle en anglais less is more, à savoir moins il y a, comment je vais expliquer ça? Plus vous vous concentrez sur l'essentiel, plus l'impression sera impactante. Donc ici, évidemment, il faut savoir à l'avance à qui vous vous adressez. Est-ce que vous vous adressez à une entreprise plutôt dirigée vers le marketing? Est-ce que vous êtes dirigé vers une entreprise plutôt dans la finance, le juridique, la consultance? Et en fonction de ça, en fonction de votre public, en fait, en fonction des gens à qui vous allez envoyer votre CV, il va falloir adapter les informations que vous y indiquez. Donc, bien sûr, vous pouvez faire preuve de créativité. Bien sûr, on vous demande d'être explicite et comment dirais-je, tangible dans les informations que vous partagez, puisque vous n'avez que 3 secondes. Et puisqu'il y a le système digital, et puisque même l'œil humain ne prend que quelques secondes pour analyser votre CV, plus il y a d'informations, plus vous prenez le risque que la personne qui analyse votre CV se perde. Ah bah c'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. J'ai devancé le deuxième bullet point d'ajuster votre CV à la fonction. Donc ici, moi, je parlais plutôt d'un secteur, plutôt d'un type d'entreprise. Il est évident que vous devez ajuster votre CV à la fonction à laquelle vous postulez. Quand, par exemple, et ça, c'est l'expérience qui parle pour Déborah et pour moi, un étudiant, par exemple, qui va postuler pour un stage au sein de la division Sales, par exemple, va être peut-être différent d'un étudiant qui postule pour être stagiaire dans le département HR. Et ça, c'est un petit peu à vous à voir. Nous sommes ouvertes au conseil, demandez autour de vous et sachez comment vous positionner par rapport à la personne qui va lire votre CV. Pardon. Par rapport aux langues. Ça, c'est un sujet qui est toujours très délicat et avec lequel je suis toujours extrêmement directe. En tant que consultante à Bruxelles, et c'est important de le mentionner puisque les langues à Bruxelles sont particulièrement importantes, ce que j'estimais être un candidat trilingue, c'est le niveau par exemple de Déborah. Donc Déborah qui peut s'exprimer et en français, et en anglais, et en néerlandais de manière fluide, sans forcément réfléchir au vocabulaire. Ça pour moi, c'est un niveau de trilinguisme parfait. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et surtout, qu'est-ce que ça implique?
Ça veut dire que quand vous mentionnez votre niveau de langue, soyez extrêmement honnête pour 2 raisons. D'abord, parce que quand vous allez avoir à l'entretien avec le potentiel employeur ou le recruteur, on va le savoir tout de suite, parce qu'on va switcher dans la langue immédiatement sans forcément vous prévenir. Et surtout, la deuxième raison, c'est que si nous devions découvrir que vous vous êtes surestimé ou sous-estimé, ça donne lieu évidemment à des discussions qui pourraient potentiellement être évitées si, de base, vous indiquiez le niveau de langue. Maintenant, la manière dont vous l'indiquez, c'est un petit peu à vous de voir. Il y a le système européen, donc le système ABC. On estime que C2 est le niveau de langue maternelle, à savoir le français, par exemple, pour moi, et le néerlandais pour Déborah, ou, comme je le disais tout à l'heure, l'indiquer dans la langue même, avec une phrase type. N'oubliez pas qu'on va le tester, donc je vous invite vraiment à être honnête à ce niveau-là. Alors aussi un sujet qui fâche, entre guillemets, c'est la fameuse photo sur le CV. Souvent, on a la question de est-ce qu'on doit absolument mettre une photo sur le CV? Non, c'est au choix, puisque vous le savez que nous sélectionnons nos candidats sur base des compétences et absolument pas sur base d'une photo. En revanche, si vous décidez d'appliquer une photo sur votre CV, j'ai envie de vous dire, ayez du bon sens. Les selfies, duckface, photos de vacances et décors ensoleillés, ça fait toujours plaisir sur Instagram et sur Facebook, jamais sur un CV. Et il en va de même pour LinkedIn. Je dévie un peu, je sais, mais c'est quand même important puisqu'on parle de CV, ça va forcément passer par LinkedIn. Si vous décidez de mettre une photo, soyez professionnel. Ce qu'on appelle une photo professionnelle, c'est en fait le carré de la photo d'identité. En fait, ce que vous voyez de Déborah et moi pour le moment. Le buste et le regard et le outfit professionnel. Ah oui, pardon, et j'oublie de mentionner les informations, vos propres informations. Relisez votre numéro de téléphone. Il est déjà arrivé que les candidats mettent qu'il y ait des fautes dans le numéro de téléphone, on ne peut pas vous contacter. L'adresse email, on a parlé tout à l'heure, qu'elle soit professionnelle et correcte. Votre adresse, vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse complète, mais en tout cas, la ville dans laquelle vous habitez, c'est plus facile pour nous de savoir dans quelle région on peut vous orienter. Voilà, je m'emballais, mais j'allais partager tout à fait autre chose, mais je pense qu'on y est. Déborah, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ben non, non, merci. Parfait. Et enfin, le conseil qu'on vous donne, qui est lié quasi directement à votre CV, et plus particulièrement au numéro de téléphone. Si demain je reçois le CV de Déborah, que je lui téléphone, mais qu'elle est en train de travailler, qu'elle ne peut pas me répondre, je vais atterrir sur sa boîte vocale. Il nous arrive extrêmement souvent de tomber sur des boîtes vocales, comment je vais expliquer ça, qui ne reflètent pas le professionnalisme des candidats. Je vais dire ça comme ça. Et donc, on a parfois des voicemails qui datent d'il y a 5-10 ans ou des voicemails qu'on a fait avec ses copains à des moments peut-être pas forcément opportuns. Donc, sachez que les recruteurs, les consultants et les potentiels employeurs vont avoir accès à ces informations-là. Donc, assurez-vous que votre voicemail, que votre boîte vocale reste professionnelle. Comme promis, la lettre de motivation, ce qu'on appelle communément la lettre de motivation, mais qui est devenue avec le temps et heureusement l'email de motivation. Il y a ici, je voudrais juste faire, voilà, pardon, j'étais un peu trop vite, mais c'est pas grave. Ce qu'on voudrait faire maintenant, Déborah et moi, c'est vous expliquer en 4 étapes bien distinctes ce que l'email de motivation doit comporter. Je vous rappelle simplement qu'un email le but de l'email de motivation est d'appuyer votre candidature. À l'époque, et je me compte dedans parce que j'ai 10 ans d'expérience, je dois avoir 34 ans, donc je peux le dire sans aucune gêne. J'ai moi-même rédigé des lettres de motivation qu'on envoyait à l'époque par la poste. Mais donc, des lettres de motivation étaient extrêmement longues. Aujourd'hui, et heureusement, on fait ça par email. Mais malgré tout, l'email que vous allez envoyer et qui va être en fait le support de votre CV est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on a joint les slides d'email de motivation avec le CV. Je m'explique. La première étape est de donner le contexte. Exemple concret, chère Déborah, voici, je me permets de vous envoyer mon CV puisque j'ai vu sur LinkedIn que vous étiez actuellement à la recherche de. Vous posez le décor, vous posez le contexte. Étape numéro 2, vos compétences. La raison pour laquelle je postule à cette fonction est parce que durant mon stage en 2020 ou 2019 auprès de PEC, Quick, Coca-Cola, peu importe, j'ai pu me découvrir une passion pour et j'ai pu développer mes compétences de.
Étape numéro 3, ce qu'on appelle le pitch matchmaking, c'est-à-dire que vous expliquez le match entre la fonction ouverte et votre profil. J'estime être le candidat idéal pour cette fonction parce que, et là vous insistez sur vos compétences, sur votre expérience et sur votre motivation, les raisons pour lesquelles vous avez envie de travailler chez Hayes, chez Coca-Cola, chez PwC, etc. Et enfin, le dernier, ce que nous appelons en anglais le call to action. C'est en fait une appellation qu'on utilise aussi en interne pour nous, quand on s'adresse à nos clients et à nos candidats, mais ça fonctionne aussi pour vous en tant que candidat et étudiant, c'est de terminer votre email de motivation avec une question, mais une question très concrète qui implique, par exemple, votre disponibilité. Je m'explique. À la fin de cet email que j'ai adressé à Déborah, je vais lui dire, à l'époque, on terminait les lettres, parfois encore les emails, en disant « Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, etc. » C'est très joli, c'est très papier glacé, mais ça ne se fait plus. Probablement que nos parents le feraient encore, mais nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de terminer par une question ouverte, à savoir engager la personne à qui vous parlez, donc moi vers Déborah en lui disant au plaisir de vous rencontrer, je suis disponible cette semaine, mercredi, jeudi et lundi prochain pour une interview si mon profil devait vous intéresser. C'est ce qu'on appelle un call to action. Je continue. Ici, encore une fois, je fais référence à ce qui a été dit 2 slides auparavant, d'ajuster votre email de motivation à la fonction à laquelle vous postulez. Faites attention, nous recevons bien trop souvent des emails qu'on appelle du copy-paste, du copier-coller, donc des candidats qui postulent à des fonctions différentes, dans des secteurs différents, des industries différentes, mais avec exactement le même texte. Quel est le problème? C'est que les mots-clés utilisés pour l'industrie du textile, les mots-clés utilisés pour l'industrie juridique financière ne sont forcément pas les mêmes. Donc, faites attention, ayez des emails de motivation qui correspondent à l'industrie et au secteur qui vous intéresse. On ne dit pas que vous ne devriez être intéressé que par le secteur juridique ou que par le secteur marketing. Vous pourriez être intéressé par les deux, mais alors adaptez votre email. Trigger. Ce qu'on appelle trigger en anglais, c'est en fait la manière dont vous allez attirer l'attention dans ce mail de motivation. Est-ce qu'il va s'agir du fait que vous ayez déjà fait un stage dans ce secteur-là? Est-ce que c'est parce que peut-être vous connaissez quelqu'un dans cette société? Est-ce que c'est parce que vous avez lu la description de fonction avec attention et qu'il y a quelque chose qui a particulièrement attiré votre attention? Mentionnez-le. Ça ne peut que vous positionner d'une meilleure manière. Et enfin, vos informations qui vous concernent de dire, alors forcément vous allez me dire elles sont dans le CV puisqu'on vient d'en parler, n'hésitez pas dans votre signature de l'email à indiquer une nouvelle fois, par exemple, votre numéro de téléphone. Je ne vais pas mentionner l'adresse email puisque vous l'envoyez par email, donc forcément on va avoir votre adresse, mais par exemple votre numéro de téléphone, c'est toujours utile, même si ça figure déjà dans votre CV. Et enfin, comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'orthographe. Ici, c'est le même combat, je dirais, que pour le CV. L'orthographe dans le CV est tout aussi importante que votre orthographe dans le mail que vous allez envoyer, voire plus, puisque le mail est la première chose qui va apparaître visuellement pour le recruteur. Vas-y, Déborah. Pardon, je voulais juste encore dire quelque chose à propos du trigger. La question qu'on reçoit souvent, c'est quelle est la longueur idéale de la lettre de motivation ou de l'email de motivation. Ouais. C'est pas le but d'écrire, de faire d'écrire le contenu de votre CV, de faire un copier-coller, de vraiment aller écrire en 2, 3, 4 pages, expliquer quelle est votre expérience, mais c'est vraiment le but de justement tirer l'attention et on peut normalement le faire avec une demi-page max, mais grand maximum une page. Je pense qu'une demi-page, c'est idéal. Donc ça, c'est quand même aussi une question qu'on reçoit souvent et c'est pour ça que je voulais le partager aussi. Et je voulais aussi encore ajouter, on ne montre pas d'exemple d'une lettre de motivation justement parce que c'est tellement personnel, ça dépend vraiment à chaque fois du job pour lequel vous postulez. Donc on vous donne une structure mais on ne montre pas un exemple.
Parce que comme Julie dit, on reçoit souvent aussi, le nom d'une autre entreprise ou un autre nom, au lieu de dire, chère Julie, cher, Maxime, par exemple. Ouais. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Ça prend du temps, mais il faut faire attention. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et juste pour clôturer cette partie d'email de motivation, on mentionne ici 48 heures. Je voudrais vous solliciter encore une fois. À quoi, selon vous, à quoi font référence ces 48 heures? Pourquoi avons-nous mentionné le 48 heures sur ce slide de la lettre de motivation? Je te laisse regarder si dans le chat il y a des réponses. Il y en a déjà qui commencent à écrire, donc c'est super. C'est le temps idéal avant de relancer une candidature. Mhm. Je laisse encore répondre les gens qui sont en train d'écrire aussi. Voilà, le délai pour rappeler le recruteur, donc c'est un peu la même chose. Ouais. Tout à fait. Donc la durée idéale pour obtenir une réponse. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est tout à fait ça. Donc, merci à vous d'avoir répondu. C'est exactement ça. Donc ici, ce qui nous arrive aussi souvent dans les bureaux de recrutement tels que le nôtre, c'est on peut avoir parfois des candidats impatients. Et donc, après nous avoir envoyé un CV ensemble avec l'email de motivation, on reçoit des coups de téléphone 5 minutes après, littéralement. Montre en main, 5 minutes après avoir reçu le mail avec le CV. C'est beaucoup trop tôt, évidemment. Donc, on avait envie de partager cette information avec vous parce que ça nous semble extrêmement important. On comprend évidemment que les personnes qui postulent ont envie d'avoir une réponse rapidement. N'oubliez pas qu'on peut recevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des dizaines de candidatures par jour, par semaine et par mois, et qu'à côté du job de consultant, il y a un tas de choses à gérer. Et donc, en effet, on estime que 48 heures, c'est le temps idéal pour potentiellement relancer le recruteur, relancer la société et insister sur la candidature que vous avez envoyée. Ce qu'on déconseille ici, c'est, on reçoit aussi parfois des mails, c'est juste de répéter, de réenvoyer par exemple le même mail. Hein, c'est pas, je pense, professionnel. Hein, vaut mieux alors juste, Inefficace. voilà, c'est inefficace. En fait, suivre le mail que vous avez envoyé et faire un genre de rappel en posant la question si la personne a eu l'occasion de voir ou de lire son mail ou sa candidature, etc. Donc, vaut mieux faire ça comme ça que de juste copier le même mail ou de postuler 5 fois à la même fonction. Exactement. Exactement. Nous arrivons tout doucement, mais sûrement à la fin de notre webinaire. Et avant de clôturer, il y a encore quand même quelques slides, mais c'est comme la manière dont Jean-Luc nous a introduit tout à l'heure. C'est vrai qu'on avait envie de vous parler de la manière dont on peut vous soutenir en tant qu'étudiant, futur jeune diplômé. Ici, on voudrait simplement, en quelques bullet points que vous voyez apparaître du côté gauche de l'écran, ce que nous appelons le cycle du recrutement. Les consultants ont un métier qu'on appelle un métier 360 degrés, donc ils ont tous les aspects du recrutement, les contacts candidats, les contacts clients, ce qu'on appelle le matchmaking, donc faire le lien entre un job ouvert, une fonction ouverte, la demande du client, votre profil à vous, votre valeur ajoutée, ce que vous recherchez. Et dans le cycle de vie, je dirais, de votre candidature, le consultant va prendre contact avec vous par téléphone, va faire ce qu'on appelle un phone screening, on va analyser votre CV, vous téléphoner, vous poser les questions usuelles, ça prend en général entre 10 et 15 minutes pour identifier ce que vous avez envie de faire, vos ambitions et comment lui peut faire le match avec les fonctions ouvertes. Vous allez faire une interview. Alors, évidemment et malheureusement, les interviews physiques pour le moment ne sont pas possibles, mais donc on utilise le système Teams comme on le fait ce soir. Discuter avec vous des opportunités de carrière. Vous allez être coaché, accompagné. Vous allez aller aux interviews auprès de nos clients. On va vous accompagner dans cette dynamique en prenant les feedbacks, en vous coachant tout au long du processus, en prenant le feedback du client, en le partageant avec vous.
Vous allez, dans le meilleur des cas, et on l'espère pour vous, recevoir une offre de la part d'un de nos clients. On va encore une fois vous soutenir. On a ajouté ici en anglais une chose qui s'appelle le resignation, donc la lettre de démission. On travaille aussi pas seulement avec des étudiants, mais aussi des candidats qui travaillent. On les accompagne dans le procédure de démission. Et enfin, après vous avoir placé, après vous avoir peut-être, et on l'espère, pu vous offrir le job de vos rêves, on vous accompagne et on reste en contact avec vous. Il nous est déjà arrivé de placer des candidats en 2018, de garder le contact jusqu'à aujourd'hui et de leur proposer des nouveaux jobs encore à l'heure actuelle. La valeur ajoutée pour vous et les avantages de travailler avec nous sont les suivants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les sociétés ne publient pas tous les jobs ouverts. Nous avons accès, de par la relation que nous avons avec nos clients, nous avons accès à toutes les fonctions recherchées. Parfois, ce sont des fonctions confidentielles. Donc, l'avantage de travailler avec nous, c'est que on peut vous donner accès à des fonctions qui sont cachées pour le grand public, je dirais, auxquelles nous avons accès et potentiellement vous les proposer et vous envoyer en entretien. Le processus va évidemment beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'en collaborant avec un consultant chez Hayes, vous êtes représenté par un consultant. Ça veut dire que toutes les démarches de proposition de profil, valorisation des compétences se fait via nous et donc forcément vous assure une rapidité de suivi qui est peut-être moindre si vous faites ça tout seul. On agit en tant que médiateur, donc en tant que messager entre vous et le client. On ne fait aucune rétention d'informations. Nous, notre but, c'est de trouver un job pour vous et de trouver le talent requis demandé par nos clients. Le coaching et l'expertise, comme je vous le disais, l'accompagnement en continu à partir du moment où vous allez au téléphone pour la première fois jusqu'au placement. Et même si on ne vous place pas d'ailleurs. La connaissance du marché, nos consultants sont en général des gens qui ont fait le job avant. En ce qui me concerne, par exemple, pour vous donner un exemple concret, je recrutais des profils, ce qu'on appelle office, donc des profils de support, et c'était mon métier au début de ma carrière. Donc, je pouvais guider et coacher mes candidats puisque j'avais fait leur métier avant de devenir consultante. On envisage ceci comme une réelle collaboration. Il n'y a pas de rapport de force, je dirais. On a envie de collaborer avec vous main dans la main, encore une fois, pour être à votre écoute de vos besoins et de vos ambitions. La même chose pour les clients. On est tous au même niveau et le but ultime est que chacun se sente confiant dans son avenir professionnel. Et enfin, ce que nous appelons les out-of-the-box profiles. Ça veut dire que souvent, vous peut-être, quand vous allez rédiger votre CV et l'envoyer, vous allez vous dire, mais j'ai pas un parcours, j'ai peut-être un parcours atypique, j'ai une personnalité atypique, j'ai des ambitions atypiques. Eh bien, justement, le consultant, c'est en fait la personne qui va pouvoir aller chercher les forces et les valeurs ajoutées dans votre profil, qu'ils soient typiques ou atypiques, pour les valoriser auprès de notre client. Donc, on vous invite vraiment à travailler avec nous, spécialement si vous avez un parcours et un profil atypique. Voilà, je pense que c'est une bonne manière d'achever le contenu, je dirais, du webinaire. Y a-t-il des questions par rapport au contenu que nous venons de partager avec vous? N'hésitez pas à utiliser le chat, évidemment. Voilà, de demander la parole et de prendre la parole. Hein. N'hésitez surtout pas. Avec plaisir, évidemment. On a encore évidemment quelques slides à vous proposer pour clôturer en beauté ce webinaire, mais avant, on prend le temps maintenant de voir si vous avez des questions par rapport au CV, par rapport à la lettre de motivation. Pardon, Débo. J'allais dire, s'il n'y a pas tout de suite des questions, mais oui. Prenez votre temps. Je vais terminer par ce slide-ci aussi, parce que sur ce slide-ci, vous voyez le Hayes CV template. C'est en fait un template qui peut vous aider aussi quand vous rédigez votre CV. Et vous le trouvez en fait sur notre page qui est dédiée aux étudiants aussi, hein, donc hayes.be/student. Vous trouverez le Hayes CV template que vous pouvez télécharger, qui pourrait vous aider, et aussi quelques tips and tricks sur le CV, mais il y en a d'autres aussi sur LinkedIn et d'autres sujets. Maintenant, vous êtes bientôt, je pense, diplômé, hein, la plupart d'entre vous probablement. Si ça vous intéresserait de, par exemple, faire le job du consultant comme Julie vous l'a expliqué, ou si vous êtes encore à la recherche d'un stage, sachez qu'il y a des possibilités chez Hayes. Donc, n'hésitez pas de nous en parler, Julie, ou à moi personnellement via LinkedIn, etc. Ou bien d'envoyer un mail à recruitment@hayes.be. Si vous avez d'autres questions, on a encore une autre adresse mail aussi. Il y a beaucoup d'adresses mail, hein, mais vous pouvez
bien sûr nous contacter personnellement. Ça nous fait toujours plaisir de connecter avec vous et de vous aider si vous avez des questions. Donc voilà. Et je termine avec les bureaux en fait de Hayes qui ça pourrait être intéressant pour vous, dépendant un peu de où vous habitez ou de la région où vous souhaiteriez un jour travailler. Voilà. Et je vois que vous en avez un sur Louvain-la-Neuve, Tout à très fait. près de chez nous. Exact. Super. Ouais, tout à fait. Pendant Mais voilà. que vous écrivez ou réfléchissez peut-être à l'une ou l'autre question, moi j'avais reçu des questions par mail avant l'atelier des gens qui ne D'accord. savaient pas participer. Je propose de vous les poser maintenant. Oui. J'avais une question sur la langue du CV. Est-ce que, selon vous, il vaut mieux le faire en anglais, CV un peu passe-partout, que l'on postule pour une entreprise plutôt en Wallonie, plutôt à Bruxelles ou en Flandre ou international? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un CV en anglais ou vous conseillez d'avoir plusieurs CV et d'envoyer dans la langue quelque part de l'entreprise? Je vais répondre, hein, Déborah, si ça te va. Donc ici, il n'y a pas une seule réponse, il y en a plusieurs. Dans le cas où les étudiants / les candidats souhaitent travailler à l'international, la seule unique réponse pour moi, c'est un CV en anglais. C'est évident. Maintenant, avec notre expérience et au bureau de Louvain-la-Neuve, par exemple, on reçoit très, très fréquemment les CV en français. Et pour les candidats et les étudiants qui postulent en Flandre, en néerlandais, sachez simplement, et pour vous donner un exemple très concret, Hayes est une société internationale cotée en bourse avec un headquarter en Angleterre. Donc, le fait d'avoir déjà un CV en anglais démontre déjà qu'en termes de communication et d'adaptabilité, il y a un grand pas qui est fait. Donc, je dirais maintenant, si vous savez que vous postulez dans une entreprise qui est belgo-belge, super francophone, mettez toutes les chances de votre côté, postulez en français. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est en effet, oui, si vous jouez entre guillemets sur les deux tableaux, ayez un CV en anglais et un CV dans votre langue maternelle. Oui, super, merci. J'avais une autre question sur est-ce qu'il faut un CV ou plusieurs CV? Vous avez répondu pendant la présentation, dans le sens où il vaut mieux l'ajuster de fait à la fonction postulée. Okay. L'autre question, vous avez déjà partiellement répondu aussi, plutôt une page qu'un long CV de plusieurs pages. Mais quand on a une expérience plus importante, quand est-ce qu'on passe sur 2 pages? Est-ce qu'on doit rester sur une page? Vous dites, tiens, passer sur 2 pages, oui, mais seulement si ou quand? Oui, je sais pas, Julie. Je pense que c'est difficile parce que bon, ça dépend un peu de l'expérience et de l'espace, vraiment de l'espace sur la page. Mais je pense qu'il faut à chaque fois faire l'exercice de se poser la question, tout ce que je mets sur mon CV, est-ce que c'est encore à ce moment-là? Est-ce que c'est encore intéressant? Est-ce que c'est encore ce que je veux mettre en valeur actuellement? Les hobbies, par exemple, d'il y a 5 ans, peut-être aujourd'hui, ils sont moins intéressants ou peut-être moins relevants pour votre recherche. Donc, ça, c'est chaque fois un exercice qu'il faut faire. Et il y a toujours des manières pour un peu retravailler le CV. C'est toujours plus intéressant sur une page, mais bien sûr, après, avec plusieurs expériences, ce n'est pas toujours possible. De l'autre côté, j'ai déjà reçu des CV aussi de 10 pages, plutôt presque un portfolio. Ça, c'est pas, même s'il y a beaucoup d'expérience et plein de projets, etc., ce n'est pas c'est pas attractif, et ça prend plus que 3 secondes. Ah oui, ça, on a le cas, par exemple, de scientifiques aussi, souvent, qui ont fait un PhD ou bien de nombreuses recherches et qui mettent comme ça, qui ont l'habitude de mettre toutes leurs publications et autres. Ce qu'on pourrait conseiller à ce moment-là, c'est de le mettre plutôt en attachment, en annexe, que vraiment dans le CV pur, quoi. C'est-à-dire que bon, évidemment, je suis tout à fait alignée avec la réponse de Déborah. Et pour donner vraiment, si vraiment c'est important pour les étudiants et pour vous d'avoir un chiffre, pour moi, je suis beaucoup plus catégorique que ça, mais bon, c'est parce que ça fait partie de ma personnalité. J'ai beaucoup de mal avec les CV qui dépassent les 2 pages à partir du moment où on a plus de 10 ans d'expérience. Donc, je m'explique. Pour un étudiant qui finit son master, 1 page doit être suffisant.
J'ai beaucoup de mal à négocier par rapport à ça. Quelqu'un qui a 10, 15, 20 ans d'expérience, 2 pages, c'est faisable. 3 pages, ça commence à faire long. Ce que je suis obligée de dire, c'est que quand on envoie des CV à nos clients, on n'a jamais eu la situation où le client nous dit « je refuse de rencontrer le candidat parce qu'il y a 3 pages de CV ». Par contre, quand aujourd'hui, on est à l'heure de la digitalisation, de la communication directe et qu'on envoie un CV de 3 pages, c'est pas forcément vendeur. Donc, effectivement, dans le cas où on a affaire à des scientifiques ou des journalistes, par exemple, ou des digital marketeurs qui veulent parler de leur projet et des accomplissements, on propose d'envoyer un CV une page et de joindre à l'email en expliquant que je joins également en annexe un portfolio des projets que j'ai menés. Ça donne le choix au recruteur et à l'employeur de choisir ce qu'il a envie de lire ou pas. Mais pour moi, le CV, c'est maximum 2 pages. D'accord. Déborah, je peux vous inviter à arrêter la présentation, comme ça on vous voit. Oh, mais bien sûr, c'est une très bonne Encore idée. c'est encore plus sympa. J'adore les bureaux, hein, mais ouais, c'est top. Oui, Merci. c'est beaucoup mieux, merci. Ok. Bonne remarque. Justement, et il y a un lien avec la question suivante que j'ai. Je suis pas très photogénique, ce qui n'est pas votre cas. Hein. Avec ou sans photo sur le CV? Bonne question. Je sais pas, Julie, si tu veux prendre la parole. Vas-y, je t'en prie. Mais moi, donc, mon expérience, ça dépend vraiment. En fait, chaque recruteur, parce que je pose les questions souvent aux recruteurs aussi, donc aux collègues, disons, tout le monde allez, c'est pas tout le monde a un autre avis, mais ça dépend souvent du recruteur, parce qu'il y en a qui ont, par exemple, une mémoire plutôt visuelle, d'autres qui trouvent pas intéressant. Ce qu'on dit aussi souvent, c'est que ça dépend à nouveau du job pour lequel on postule. Si c'est un job où front desk, hein, où c'est important d'être comment dire, d'avoir une bonne présentation professionnelle, ça peut être important de mettre une photo. Maintenant, c'est pas pour moi par exemple, c'est pas un must, mais moi par exemple, je vais retenir par exemple plus facilement s'il y a une photo, mais c'est pas que je vais pas sélectionner un CV parce qu'il n'y a pas de photo. Et bien sûr, le message, comme Julie le disait, si on met une photo, il faut qu'on mette une photo professionnelle, hein, parce que si c'est pas une photo professionnelle, ce serait peut-être bien une raison pour dire ouf, hein, il faut quand même faire attention à ce qu'on met sur son CV qui est professionnel. Julie, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, ce qui est très très important pour nous, c'est surtout que nous sélectionnons nos candidats uniquement et impérativement sur base des compétences professionnelles. Tout à fait. Donc, ici, Hayes a signé une charte au niveau international qu'on appelle l'égalité, la diversité et l'inclusion. On travaille très dur pour ça. Jour après jour, on donne des formations à tous nos consultants dans le monde entier pour insister sur l'implication de la sélection des compétences et jamais basé sur le physique. Mais je rejoins Déborah sur son feedback, à savoir, si vous décidez de mettre une photo, faites-le en connaissance de cause. Et quand vous postulez pour des jobs front office, oui, ça peut jouer un rôle, mais encore une fois, vous ne serez sélectionné que sur base de vos compétences. Tout à fait. J'avais une autre question sur les mots-clés. Hein. Vous avez parlé de l'importance des mots-clés avec l'ATS, notamment. Où recommandez-vous de les mentionner dans le texte du CV, ou bien plutôt dans le haut du CV, ou plutôt, comme on le fait parfois avec des hashtags dans des posts? Oui, il y a plusieurs endroits qui sont importants. Donc déjà, il y avait le statement en haut qui est important. Donc là, en tout cas, de vraiment très bien choisir ces mots. On peut le mettre aussi dans le titre, donc juste en dessous du nom, hein, de mettre, par exemple, pour Julie, je donne un exemple, trainer, coach, LND, Hayes, Belgique et Pays-Bas, par exemple. Bon, c'est long, mais ça dépend de ce que Julie veut mettre en valeur. Hein. Donc ça dépend. Ça peut être pour un étudiant. Je donne un exemple, un étudiant qui étudie la psychologie, mais qui veut vraiment, qui est décidé, qui veut aller en ressources humaines, mettez-le dans le titre, par exemple. Et donc, c'est en haut donc que ce système va aussi reconnaître, bien sûr, les mots-clés et bien sûr aussi les titres des jobs
et la description en dessous. Donc ça, c'est tout il y a plusieurs endroits qui sont intéressants, qui sont importants, mais chaque mot presque qu'on met sur le CV, il faut bien réfléchir, qu'il soit bien réfléchi justement, que ce sont des mots clés intéressants. Est-ce que vous recommandez de mettre des hyperliens, par exemple, pour le nom des sociétés, qui permettraient, par exemple, aux recruteurs pour l'entreprise, si c'est un CV évidemment en format digital, de cliquer et de voir peut-être la page d'accueil, la homepage de l'entreprise, ou c'est pas recommandé? Julie, je ne sais pas si tu veux répondre pour... Oui et non. Oui, et j'insisterai alors sur un hyperlien vers le profil LinkedIn. Voilà, oui. Ça, c'est un must, évidemment. Souvent, et je reçois encore des CV où les candidats rédigent en fait l'adresse vers leur profil LinkedIn. Donc, c'est impossible de cliquer. Et donc, il faut bêtement faire un copier-coller dans le moteur de recherche. Enfin, tout ça est ridicule. Donc, oui, l'hyperlien vers le profil LinkedIn. Maintenant, des hyperliens vers les sociétés, pourquoi pas? Je suis prête à parier beaucoup d'argent que les recruteurs vont jamais cliquer dessus parce qu'on connaît les sociétés. En revanche, le profil LinkedIn, oui. Ou éventuellement, si le candidat est lié par exemple à un site web qu'il a lui-même créé parce que c'est lié à un projet, lié à une ASBL dans lequel il ou elle est actif, bien sûr. Mais bien veiller à ce que le lien soit fonctionnel. Je ne sais pas si Bora, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Je suis d'accord, tout à fait. Bon, je regarde dans le chat, je ne vois rien de mon côté. J'ai vu juste encore une question. Qu'est-ce qui est considéré comme un profil atypique? C'est une bonne question. Oui. Je vais essayer de répondre de manière concise et efficace. Qu'on appelle je vais donner un exemple très concret que j'ai rencontré dans ma carrière plusieurs fois. C'est j'avais une candidate qui avait été hôtesse de l'air pendant 15 ans. Pendant 15 ans, elle a été hôtesse de l'air. À l'époque, c'était la Sabena. Et puis, bon, voilà, ça a changé vers Brussels Airlines. Et puis, elle a bougé vers d'autres sociétés aériennes. Et du jour au lendemain, elle a souhaité quitter son job pour des raisons familiales. Elle voulait plus être en vol, elle voulait plutôt être au sol pour le coup. Et je suis tombée sur son CV via le VDAB, qui est en fait le lien vers c'est comme Actiris, mais en Flandre. Et je lui ai téléphoné, je l'ai rencontrée. Candidate excellentissime. Elle parlait 5 langues parfaitement, français, anglais, néerlandais, russe et espagnol. Et donc, elle avait fait toutes ces années en tant qu'hôtesse de l'air. Il souhaitait se diriger vers un profil de ce qu'on appelle personal assistant. Ça veut dire le bras droit d'un CEO, le bras droit d'un CFO. J'avais eu 45 minutes d'entretien avec elle, absolument une dame extraordinaire. Et pourquoi je raconte ça? Le côté atypique, c'est d'avoir passé, je dirais, 60% de sa carrière dans une société, dans une compagnie aérienne en tant qu'hôtesse de l'air, et vouloir se rediriger vers le monde qu'on appelle le monde corporate, avec des horaires extrêmement fixes, avec beaucoup de règles, avec un dress code, etc. Et en fait, le côté atypique, c'est ça, c'est le revirement de carrière, c'est le changement de carrière qui, pour le commun des mortels, n'a absolument rien à voir, mais quand on le sait, les hôtesses de l'air, en tout cas ce profil-là, sont absolument extraordinaires pour les fonctions de personal assistant. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de gérer des situations de stress gigantesques, de s'occuper des passagers, d'avoir un sens du service hyper aiguisé, de parler les langues, d'être patient, d'être ponctuel et d'avoir une excellente présentation. Et donc ça, c'est ce qu'on peut appeler un parcours atypique et un profil atypique, c'est de passer d'hôtesse de l'air vers une fonction de corporate. Et la fin de l'histoire est très belle, c'est qu'en fait, elle a été placée dans un bureau d'avocat dans lequel elle travaille toujours, avec un salaire absolument qui touche les étoiles et qui ne correspond pas forcément à la norme. Autre chose, quelqu'un qui a été photographe pendant 15 ans et qui fait, et c'est encore un exemple que j'ai eu récemment, et qui fait un master, un bachelier en cours d'histoire en IT et qui vient d'être placé par notre consultant IT. C'est ce qu'on appelle des profils atypiques. Et c'est notre job en tant que consultant d'identifier les qualités, les ambitions de ce candidat et de pousser notre client à ouvrir la possibilité et de rencontrer ces candidats et de leur offrir un job. Voilà ce que j'appelle un candidat atypique.
Ouais, l'idée, si je comprends bien, c'est faites de votre différence un atout. Ah, complètement. Complètement. Et surtout, la manière dont nous on travaille, c'est la manière aussi dont on forme nos consultants, c'est notre job, c'est un peu les magiciens du marché de l'emploi, c'est de créer des opportunités, d'ouvrir des portes auprès de nos candidats et auprès de nos clients, là où on ne les attend pas forcément. Ça, c'est notre métier. Et de partir des compétences aussi, de voir quelles sont les Bien sûr. compétences justement acquises. J'ai vu encore une question apparaître. Conseillez-vous de mettre les tâches dont on était chargé lors de cette précédente expérience stage job dans le CV? Donc, 3-4 bullet points, ou bien on met ça en annexe? Delbo, tu veux répondre? Moi, donc, c'est le but de mettre dans le CV, donc si on a un titre du job, et de mettre dans le CV vraiment en quelques mots les tâches qu'on a fait pendant le stage ou le job. Parce que what's in a name, souvent on ne sait pas avec le titre que vous mettez sur le CV ce que vous avez réellement fait. Qu'est-ce qui est typique au job et à votre expérience que vous avez fait. Donc là, on met, mais en effet, comme vous le dites ici, 3-4 bullet points, nous on dit 3 à 5, n'importe. Ça doit être bref, de le mettre sur le CV même encore, oui. Chez Ace, on peut évidemment répondre quand on voit un job, on postule. Est-ce qu'on peut vous envoyer une candidature comme ça en disant voilà, je cherche tel type de job, ou il faut plutôt répondre à une annonce que vous avez placée? Qu'est-ce que vous conseillez? Les deux. Oui. Les deux. Les deux. Donc ici, je reviens un petit peu à ce que je disais, c'est créer des opportunités pour la plupart de nos candidats. C'est pas toujours possible pour un tas de raisons. Mais donc ici, si la question c'est est-ce qu'on a envie et est-ce qu'on peut recevoir des CV de manière spontanée, pas forcément pour un job ponctuel, je dirais, ou publié, oui, évidemment, avec grand plaisir. Ok, top. De toute façon, si je suis bien informé, je pense que vous serez aussi présente lors du Job Day de l'École des sciences du travail le 1er avril, et c'est un poisson. Tout à fait. Juste? C'est juste. Ok, donc Oui. on pourra venir vous voir, déposer son CV et un peu se présenter. Oui, tout à fait. On sera Enfin, quand je dis venir, ce sera de manière digitale, donc je pense que ça ne se débloquera pas d'ici là. Donc, ce sera aussi via Teams ou Zoom, je ne sais pas. On verra bien. D'accord. Super. Bon, merci de tout cœur, énormément de votre investissement et de votre bonne humeur. Merci aussi à tous les participants pour leur confiance et aussi le fait qu'ils participent déjà au deuxième. Donc, c'est génial. C'est génial, et leur dire qu'on les attend mardi prochain pour un autre atelier sur, à ce moment-là, l'entretien de sélection, l'entretien de recrutement classique. Voilà. Déborah, Julie, un énorme merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, c'est un plaisir. Bonne seconde partie de soirée. Bonne seconde partie de soirée à tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Un grand merci. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.